Un plaisir de vous savoir une fois de plus des nôtres ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre matinale sur la télévision nationale s'invite à nouveau sur vos écrans pour vous donner la pêche tout au long de cette matinée. Et c'est parti donc. Au menu aujourd'hui, retour sur un événement majeur du continent, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, récemment disputée au Maroc, où le Sénégal s'est illustré comme grand vainqueur d'une compétition riche en émotions, en enseignements, mais aussi en polémique. Nous parlerons aussi d'entrepreneuriat dans la mode, un secteur en plein essor où de plus en plus de jeunes tentent de se faire une place en alliant créativité et passion. Mais est-ce réellement une source d'opportunités durables pour la jeunesse? On abordera la question. Restez donc avec nous. Focus également sur les réseaux sociaux, souvent qualifiés de couteaux à double tranchant, difficile pourtant aujourd'hui de s'en passer tant ils occupent une place centrale dans nos vies. Mais comment les utiliser de manière responsable et quelles erreurs et pièges éviter? Nous en discuterons également avec notre invité. Ce sera bien sûr dans quelques minutes. Restez donc avec nous. Mais avant le développement de tout ceci, place au bulletin d'information avec Génial Afouda Moussiak-Bouka. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver en ce début de journée. Bienvenue dans ce bulletin. La Cour constitutionnelle a proclamé ce lundi les résultats définitifs du scrutin législatif du 11 janvier dernier. La 10e législature sera essentiellement animée par les partis Union progressiste, Le Renouveau et Bloc républicain. Ainsi se résume la décision de la Cour qui a confirmé la répartition des sièges annoncés par la Sénat. Les détails avec Lénaïk Agbazaou et Bernard Djobé. C'est fait. La plus haute juridiction en matière constitutionnelle au Bénin valide le scrutin législatif du 11 janvier dernier. Pas de grand écart observé avec les grandes tendances proclamées par la Commission électorale nationale autonome. À l'arrivée, sur un taux de participation de 36,74% selon la Cour constitutionnelle, l'Union progressiste Le Renouveau s'en sort avec 41,21% des suffrages exprimés et décroche ainsi 60 sièges au Parlement, dont 16 exclusivement réservés aux femmes. Le Bloc républicain engrange 36,62% des voix et peut compter dans son escarcelle à l'hémicycle 49 sièges, dont 8 pour les dames victorieuses de cette formation politique. Les partis LD, FCBE et Moël Bénin finissent la course électorale parlementaire respectivement avec 16,20%, 4,78% et 1,19% des votes enregistrés le 11 janvier 2026. Les candidats des différentes chapelles politiques ont 10 jours pour déposer des recours à compter de la date de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Et justement, en proclamant les résultats, la Cour constitutionnelle n'a pas manqué de relever des dysfonctionnements constatés au regard des enveloppes qui lui sont parvenues. Alors, ces dysfonctionnements entachent-ils significativement le scrutin? Quelle a été la démarche adoptée par la juridiction pour le décompte? Suivez à ce propos le président de la Cour constitutionnelle qui donne les chiffres relatifs à la participation au scrutin. On écoute Dorothée Sosa au micro de Ghislain Poguet et Bernard Djobé. La Cour a procédé à l'examen de tous les procès-verbaux de déroulement du scrutin, des feuilles de dépouillement, des bulletins présumés nuls, des rapports des agents électoraux de la Sénat, des délégués assermentés de la Cour et des observations des mandataires des partis politiques en compétition. Cet examen a révélé des manquements dans certains postes de vote. Certains de ces manquements ont conduit à des annulations et ou des redressements de vote. Ces manquements ont affecté les résultats des postes de vote concernés sans être de nature à compromettre la sincérité et la transparence du scrutin. Sur le taux de participation, considérant qu'au plan national, le scrutin du 11 janvier 2026 a permis d'établir les données ci-après. Nombre de votants, 2 878 726. Nombre de bulletins nuls, 89 734. Nombre de suffrages valablement exprimés, 2 788 992. Taux de participation, 36,74%.
Parti majoritaire à l'issue du scrutin législatif, l'Union progressiste Le Renouveau a réagi suite à la proclamation des résultats définitifs. Son secrétaire général Gérard Gbenonchi nous livre ici son analyse. À l'Union progressiste Le Renouveau, nous accueillons ces résultats avec responsabilité, humilité et reconnaissance. Les 60 députés que l'Union progressiste Le Renouveau a obtenus nous placent en tête donc de ce scrutin et prouve encore une fois que l'Union progressiste Le Renouveau a confirmé qu'elle est la première force politique du Bénin. Et cela montre que les populations donc, ont adhéré à la vision de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous n'avons pas reculé d'un iota, bien au contraire, nous avons amplifié notre hégémonie. Alors, les 60 députés que nous avons obtenus vont travailler à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'accord de coalition parlementaire que nous avons signé avec le bloc républicain pour pouvoir donc voter des lois qui seront utiles pour le développement de notre pays. Mais nos 60 députés représenteront aussi l'ensemble des Béninois, sans exclusion, et contrôleront l'action du gouvernement. Donc, je suis fier de ces résultats qui viennent d'être proclamés. Et nous autres, nous tendons toujours la main aux autres forces politiques qui n'ont pas pu franchir les seuils qui leur auraient permis d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. Nous avons besoin de construire ce pays dans le dialogue de la concorde. Nous sommes ouverts au dialogue avec ces différentes forces politiques et puis sommes prêts à travailler avec elles pour le développement du Bénin. Avec 49 députés élus contre 28 lors de la précédente mandature, le parti du Cheval Cabré signe une progression spectaculaire et consolide sa place au cœur du jeu parlementaire. Un bon politique que le Bloc républicain attribue à sa stratégie électorale, à son implantation nationale et surtout à la confiance renouvelée des électeurs. Eugène Dossoumon, secrétaire administratif du parti. 49 députés contre 28 qu'on avait en 2023. Vous comprenez que quand on est dans une telle situation, on est tout à fait heureux. À la lecture des résultats, nous constatons que s'il y a un parti véritablement national aujourd'hui, c'est le BR. Parce qu'il n'y a pas une seule circonscription où le BR ne compte ne serait-ce qu'un député. Dans la plupart, nous avons... Si on doit faire une moyenne pondérée, nous avons au moins 2 députés par circonscription. Nous occupons l'ensemble du territoire national en tant que parti. Et je crois que c'est un des objectifs phares du système partisan. Toute la classe politique est unanime pour reconnaître que désormais, c'est les partis politiques qui doivent animer la vie politique. Or, le constat est là que aucun parti politique à nos jours ne peut parvenir à exercer le pouvoir, que ce soit législatif ou même présidentiel, à lui seul, sans aller avec les autres, sans tendre la main aux autres, sans se faire accompagner par les autres. C'est pour ça que nous avons trouvé quand même que c'était bien que le législateur ait pu penser à cette formule-là, un mécanisme qui permette de se donner la main tout en restant chacun ce qu'il est. Envie de vous offrir une virée touristique à Cotonou? Eh bien, sachez que la capitale économique du Bénin s'est dotée d'une nouvelle attraction touristique innovante. Le petit train touristique de Cotonou, pensé comme un outil de découverte, il s'inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine urbain, culturel et historique de la ville. À l'inauguration de ce joyau de collaboration publique-privée, Jacob Tochoedo, Patrick Dossou. Nouvelle attraction. Ce n'est pas un TGV train à grande vitesse. Il roule plutôt à 20 km/h. Nouvelle attractivité.
c'est le PTC, Petit Train de Cotonou, capitale économique du Bénin. 1, 2, c'est coupé. Nouvelle attirance pour Sandy Obena. Au Bénin depuis quelque temps. Elle vient juste à temps pour le voyage inaugural de ce nouveau joyau. Nouvel attrait pour elle qui en jubile au retour du trajet. J'étais très surprise de voir un petit train à Cotonou. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir, mais c'était très appréciable de faire le petit tour. Un voyageur qui vient en Bénin, qui arrive à Cotonou, on sait qu'il y a le mur, on sait qu'il y a l'Amazone, on sait qu'il y a le palais des congrès, il y a plein de choses à voir, mais on ne sait pas forcément par où commencer, où aller. Et donc avec le petit train, c'est intéressant, on monte, on tourne pendant 45 minutes et on a le meilleur de Cotonou. Sandy, la Guadeloupéenne, n'a pas loupé cette occasion de bien vendre ce projet de Zulfati, la Guyanaise, en famille avec son époux Melvin et leurs enfants. Ce projet de petit train devait voir le jour il y a 3 ans. Après un événement personnel s'est produit. Des imprévus en chemin, mais la persévérance donne la main. Lorsqu'on tombe, on se relève et on recommence. Se relever pour un projet soutenu par toutes les autorités. Dahomey Discovery est né non pas seulement pour vivre l'Afrique, mais y appartenir à nouveau. Dahomey pour l'histoire, la mémoire et la dignité. Et Discovery, non pas pour découvrir l'Afrique comme on le fait souvent, mais pour nous redécouvrir nous-mêmes et ensemble. La municipalité de Cotonou se réjouit de voir émerger des initiatives qui contribuent à raconter notre ville autrement, à mettre en lumière ses richesses culturelles et son patrimoine. Notre présence ici est un signal fort de confiance et d'encouragement. Puisse ce petit train devenir un symbole de la créativité béninoise, de la coopération féconde entre le public et le privé et de notre capacité collective à transformer le patrimoine en opportunité sans jamais le trahir. L'espoir, c'est d'entendre siffler ce train toute la vie. Les Vaudouindés, on en parle encore, mais cette fois-ci pas à Ouida, plutôt au sommet des 41 collines de la cité des Omon-Diagou. La ville de Dassazoumé a vibré au rythme du Vaudou Sakwata. Cette année, les festivités de ce Vaudou liées à la terre et à la guérison se sont refermées par de grandes cérémonies et plusieurs chants traditionnels. Au siège mondial du Vaudou Sakwata dans la commune, le chef suprême des religions endogènes du Bénin résume la cérémonie au micro de Pierrette Adanossian. On l'écoute. Ce lieu s'appelle Fou Aragba. C'est le siège unique au monde de Orisha Kwata, dit Vaudou Sakwata. Lorsque vous avez une affection et que vous arrivez ici, vous restez là, vous recevez ces vibrations et vous repartez guéri. C'est pourquoi on appelle Fou Aragba. Prends avec ton corps. Il y a un lit là. Lorsque vous avez une affection, vous allez vous étendre sur le lit. C'est encore valable aujourd'hui. Les offrandes qu'on a eues aujourd'hui provenaient des gens qui ont eu la guérison. Je salue ce courage du chef de l'État de faire face à la tradition. Ce n'est pas facile. Ça ne lui coûtera que le bonheur et la longévité. Nous avons prié pour la nation, que la paix règne entre les individus. Chaque minute était une morsure, chaque action une griffure dans la bataille continentale de deux félins. Mais à l'arrivée, les lions de la Teranga avaient le rugissement le plus fort. Les Sénégalais ont douté, même souffert, mais n'ont jamais cédé face au Maroc. À la finale de la CAN, le Sénégal a fait parler son mental et son expérience pour décrocher sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations et écrire une nouvelle page de son histoire. Récit d'une finale entre tension extrême, décision contestée et délivrance avec Blaise Adampo. Pour la deuxième fois de son histoire, le Sénégal est champion d'Afrique. Au terme d'une finale au scénario totalement renversant, Sadio Mané et ses partenaires décrochent la deuxième étoile de la nation. Mais il aura fallu patienter longtemps, très longtemps,
pour voir ce duel entre Lions de la Teranga et Lions de l'Atlas se décanter au stade Moulay Abdallah de Rabat. La première période est clairement à l'avantage du Sénégal. Les occasions se multiplient, la pression est constante, mais les Lions butent sur Yacine Bounou, impérial, auteur de plusieurs parades décisives. Le portier marocain maintient les siens à flot, 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, le Maroc affiche un tout autre visage. Plus entreprenant, plus agressif dans le pressing, Achraf Hakimi, Brahim Diaz et ses coéquipiers tentent de faire la différence. Poussés par le public, les Lions de l'Atlas se procurent des situations sans toutefois se montrer réellement tranchants. Dans le temps additionnel, le Sénégal croit tenir l'ouverture du score. Ismaïla Sarr trouve le chemin des filets, mais l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala annule le but pour une faute préalable sur le capitaine marocain. La frustration est immense côté sénégalais. Puis, la rencontre bascule dans un scénario totalement inattendu. Penalty pour le Maroc, quelques minutes plus tard, pour une faute sur Brahim Diaz. Il y a penalty. Les Sénégalais crient à l'injustice et refusent momentanément de reprendre le jeu. La finale est interrompue, plus de 20 minutes. La tension est à son comble. Mais lorsque le jeu reprend, Brahim Diaz s'élance et tente une panenka. Edouard Mendy, lucide et serein, capte le ballon sans difficulté. Toujours 0-0. Direction les prolongations. Et c'est là que le Sénégal frappe. Sur un contre-éclair, Sadio Mané délivre une talonnade inspirée à Idrissa Gana Gueye qui sépare Gueye. D'une frappe lourde du pied gauche, il trompe enfin Yacine Bounou. Sénégal 1, Maroc 0. Les Lions de la Teranga sont sur les bons rails. Solides, disciplinés, concentrés jusqu'au bout, les Sénégalais vont faire preuve d'une grande maîtrise collective pour conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Le Sénégal est champion d'Afrique. Et encore une fois, champion d'Afrique, le champion d'Afrique 2025. Au chapitre des distinctions individuelles, le Maroc place 2 joueurs à l'honneur. Brahim Diaz termine meilleur buteur avec 5 buts, tandis que Yacine Bounou est élu meilleur gardien de la compétition. Sadio Mané est sacré meilleur joueur de cette 35e édition de la CAN, sa dernière sous le maillot des Lions de la Teranga, qu'il laissera avant la défense du titre en 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. À l'organisation prochaine. Fin de ce bulletin, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même canal. Toujours avec vous, Jennifer Satif. Absolument, merci à vous. Génial Afouda Monsi Agbouka d'avoir présenté le bulletin. Un plaisir de vous avoir suivi et de vous retrouver demain. Mesdames, messieurs, place à présent à la décortication d'un sujet abordé justement en fin de journal de bulletin d'information avec Génial Afouda Monsi Agbouka. C'est juste après ceci. La Coupe d'Afrique des Nations s'est refermée sur une finale à haute intensité entre le Maroc, pays hôte, et le Sénégal, match électrique marqué par des décisions arbitraires controversées, des faits de jeu marquants et une ambiance parfois explosive dans les tribunes. Au bout du suspense, les Lions de la Teranga décrochent une 2e étoile continentale. Décryptage justement de cette finale mémorable avec Steve Maurice Zounon. Bonjour, merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour le Bénin, bonjour Jennifer, bonjour à tout le monde. Alors, comment vous vous sentez ce matin? Très en forme. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste sportif et rédacteur en chef du magazine Le Champion. Alors, on va déjà commencer par le bilan justement de cette CAN, un bilan global de cette 35e édition justement de la Coupe d'Afrique des Nations disputée en Europe. Comment appréciez-vous justement l'organisation? De façon générale, on peut dire que le Maroc a réussi son pari. C'est une compétition réussie quelque peu entachée par des incidents lors de la finale, mais dans l'ensemble, en termes de satisfaction, je peux dire que le Maroc a montré un nouveau visage de l'Afrique à travers les stades qui sont magnifiques, les pelouses qui sont nickel. Et ce qui est demandé dans ce genre de compétition, c'est que sur le plan logistique, vous réussissez. Et le Maroc, je pense que le Maroc a réussi, le Maroc a satisfait tout le monde.
Et le Maroc aujourd'hui, qui est en position pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030, a montré qu'il est prêt parce que vous savez, même en 2014, en 2014, oui, au Brésil, lors de la Coupe du Monde, lors de la cérémonie d'ouverture, il y avait encore des stades qui recevaient des coups de peinture, des coups de pinceau. Donc, le Maroc n'a pas présenté ce visage. Le Maroc s'est mis prêt et la compétition, pour moi, elle a été magnifique. Elle a été magnifique, la compétition. Mais est-ce que quelque part, elle n'a pas été, vous commencez à le dire, ternie, est-ce qu'elle n'a pas été entachée par des couacs également? Non, ce qui s'est passé lors de la finale, c'est des événements, c'est des incidents, hein, c'est des faits de jeu qui arrivent dans les matchs. Même Rien au Bénin. À voir avec l'organisation. Oh, oui, même dans le championnat béninois, il arrive des moments où il y a les esprits qui s'échauffent sur une décision arbitrale et tout. Oui, c'est déplorable parce que à ce niveau de la compétition, c'est inadmissible de voir des joueurs en train de quitter le terrain, d'aller au vestiaire et tout. Ça ne donne pas forcément une bonne image. Ce que je pense que la CAF va essayer de corriger à l'avenir. Mais après, vous savez, chacun utilise ses moyens dans ces conditions. Les Sénégalais, moi, je ne les en veux pas. Parce qu'ils étaient face à ce qu'eux, ils appellent une injustice. Et pour riposter, c'est l'âme qu'ils ont eue en ce moment. Parce que sur le fait de la colère, vous allez entendre après Pape Thiaw qui a dit, hein, qui s'est fondu en excuses après, parce qu'il y a l'émotion qu'on ne contrôle pas dans ce genre de situation. Supposons un instant que c'était les Guépards qui étaient à ce stade de la compétition et qu'on nous sifflait un pénalty du genre. Imaginons un peu la réaction du peuple. Donc après, on ne peut pas le blâmer non plus à un point fini. Il a utilisé ses armes en ce moment. Mais toujours est-il que ce n'est pas bien. Oui, l'arbitre, on va revenir sur ça. L'arbitre du match, pour moi, lui aussi, il a fait son boulot. Il a fait son boulot. Est-ce que selon vous, il a été équitable? Est-ce qu'il a vraiment suivi les procédés, les méthodes requises en cet instant-là? Oui, il y a une Par exemple, lorsqu'il a, il a annulé le premier but? Non, déjà, il faut expliquer aux téléspectateurs. L'arbitre a donné un coup de sifflet. Et dans un match, quand un arbitre siffle, le match est interrompu, le match s'arrête. Du moment où il a sifflé avant le geste, parce qu'il a sifflé un peu plus tôt, du moment où il a sifflé, il empêche les 22 acteurs d'évoluer. Donc s'il y a un événement après, il n'est plus obligé d'aller consulter la VAR. Donc il y a une différence, il y a une nuance qu'il faut éclaircir. Je pense qu'il était tellement sûr de lui-même. Il s'est dit, il n'y a pas une erreur manifeste. Donc, d'autant plus qu'il n'y a pas une erreur manifeste, il n'a pas besoin de faire recours à la VAR pour dire, bon, je me suis trompé, il faut corriger. Et il faut aussi préciser dans le règlement aujourd'hui... Vous défendez beaucoup l'arbitre? Non, je ne défends pas l'arbitre. Je ne défends pas l'arbitre. Je veux juste faire comprendre, oui, il pourrait toutefois dire, je veux aller voir la VAR. S'il s'est dit, je me suis trompé, et là encore, quand vous arrêtez le match, soit... Si l'action n'était pas sur un corner, si vous arrêtez un match au cours du jeu, le match redémarre par ce qu'on appelle balle à terre. Il prend le ballon, il laisse à un joueur qui démarre le jeu. Et là, comme c'était sur un corner, il reprend le corner. S'il s'est dit éventuellement qu'il s'est trompé, mais là, il s'est fait qu'il y a une but sur l'action. Oui, les Sénégalais ont dit, en fait, ils ne contestaient pas le pénalty parce qu'il y avait une faute évidente sur le joueur marocain. Après, ils se sont dit pourquoi sur le but, il n'y avait pas eu l'intervention de la VAR. Mais l'arbitre, lui, s'est dit qu'il ne s'est pas trompé. Moi, je pense que c'est des faits qui arrivent. Et aujourd'hui, il faut que la CAF essaie de dire, ce n'est pas forcément vous êtes pays organisateur que vous devez gagner la CAN. On a vu, hein, ce n'est pas une première fois, c'est arrivé, on a vu lors de la CAN au Cameroun où les Comores, on a trouvé beaucoup de Covidés sur les Comores, notamment les 3 gardiens, il y avait déjà un gardien qui est blessé et les 2 autres gardiens qui devaient évoluer dans les buts étaient déclarés positifs. Et les Comores se sont retrouvés sans gardien de but pour jouer face aux Camerounais. C'est vrai, à l'arrivée, ils ont fait un score de 2-1 à l'époque,
mais ce n'est pas de belles images pour une compétition internationale où beaucoup de moyens sont mis. Regardez aujourd'hui en termes d'infrastructure ce que le Maroc a déployé. Et je crains que ce rythme soit maintenu par d'autres pays, parce qu'en Afrique, de façon générale... Parce que le défi, il est là. Oui, les pays n'ont pas de gros moyens. Vous avez les pays de l'Afrique du Nord qui ont beaucoup de moyens. Vous avez l'Afrique du Sud aussi également qui a organisé une Coupe du Monde, qui a les moyens. Mais après, quand vous venez en Afrique de l'Ouest, en Afrique occidentale, ce n'est jamais facile de trouver des pays qui sont à mesure de faire ce que le Maroc a présenté. Mais je suis curieuse quand même de savoir comment vous qualifiez justement, je dirais, cette finale, ce jeu entre les Lions de la Teranga et les Lions de l'Atlas. Est-ce que le niveau y était? Oui, pour moi, le niveau y était parce que vous ne pouvez pas mieux en avoir dans une finale. Déjà, vous lisez la méfiance au départ où les équipes ne voudraient forcément pas s'engager. Il y avait eu du 50-50, comme le dit. Chacun restait dans bloc bas pour pouvoir se défendre et ne pas encaisser ce but. C'est vrai, le but est arrivé un peu plus tard dans les prolongations. Et aussi, il faut dire que c'est une finale entre les deux meilleures nations de l'Afrique. Au classement FIFA, vous avez le premier contre le deuxième. Donc, il y a eu forcément de jeux. Il y avait eu beaucoup de schémas tactiques qui ont été déployés par les deux sélectionneurs, que ce soit Regragui, que ce soit Pape. Et dans le jeu, chacun jouait peut-être sur les contre-attaques pour pouvoir faire la différence. Quand vous avez une opportunité, vous cherchez à aller faire la différence. Si le but est arrivé éventuellement, on peut fermer la boutique, comme dit. Et ce n'est pas arrivé. Et vous allez voir, quand les Sénégalais ont marqué, ils ont cessé un instant de se projeter et de défendre le seul but. Et puis, au finish, c'est ce seul but qui a fait l'office du deuxième titre aujourd'hui pour le Sénégal. Et je pense que la clé aussi de cette finale est arrivée par ce pénalty sifflé. Oui. Parce que vous allez constater qu'après le pénalty sifflé, l'ascenseur émotionnel a changé du camp. On a vu les Marocains un peu plus timorés parce qu'ils se sont dit peut-être que c'est le ciel qui est tombé sur notre tête, parce qu'on ne peut pas manquer un pénalty à la 113e minute de jeu. Et dans ces genres de pénalty, je pense que Brahim Diaz a été un peu naïf. On ne joue pas comme ça, il n'est pas Zidane. Donc on estime quand même qu'il l'a peut-être fait exprès pour un tant soit peu, je dirais, accorder une certaine ascendance aux Sénégalais. Non, moi je bannis en bref cet argument-là. Vous ne pouvez pas être à ce niveau de compétition et donner un ballon comme ça parce qu'on a fait exprès, parce qu'il y avait des faits de jeu. On pourrait dire que les 16 ou les 10 minutes d'arrêt, je veux dire les 10 minutes d'arrêt après, ont eu peut-être une conséquence sur lui, ont eu des conséquences sur lui, mais dit qu'il a fait exprès de ne pas marquer pour pouvoir éviter les polémiques, moi je dirais non. Il a joué son penalty, il a choisi d'utiliser un geste technique, de faire peut-être de jouer un penalty de classe. Après, il s'est trompé. Moi je pense qu'il n'a pas fait exprès. Il a joué son penalty et il a loupé. Ça arrive à tous les joueurs. Il va grandir, il va apprendre de ses erreurs, il va grandir. C'est vrai, il a été lynché après sur les réseaux sociaux et tout, mais c'est comme ça, le foot, c'est comme ça va le football. Et puis, il a assumé d'ailleurs par une déclaration. Et moi, je pense que le Maroc, peut-être, est maudit parce que vous vous rappelez, lors des séances, des tirs au but ou des pénaltys, le Maroc ne réussit presque pas. On a vu le Maroc face aux Béninois en 2019. Ça a été le même scénario. Le Maroc, souvent, n'est pas souvent décisif au niveau des pénaltys. Et comment qualifiez-vous justement ce que moi je vais peut-être qualifier du clou, qui était vraiment un spectacle lors de cette finale-là, la décision sur, bien sûr, instruction de leur sélectionneur, des joueurs sénégalais de se retirer, d'aller dans les vestiaires pour protester justement. Oui, c'est inadmissible. C'est inadmissible venant Comme vous le disiez. Oui, c'est inadmissible venant d'un sélectionneur.
Parce qu'après tout, le sélectionneur, il est aussi éducateur. Et si les gamins qui sont aujourd'hui dans les centres de foot, ils voient ça, je pense que ce n'est pas une bonne méthode à enseigner. Donc je crois que, comme lui-même, il a regretté après ses actes, je pense qu'il a agi sous le coup de l'émotion. Et c'est normal. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que moi, je ne le blâme pas, parce qu'il a agi sous le coup de l'émotion, mais c'est déplorable. Ce n'est pas des gestes sensés. C'est vrai qu'après, Sadio Mané a eu les conseils il a eu des conseils sur Claude. Et vous voyez, il court juste après même avoir parlé avec Claude. C'est vrai que d'autres Sénégalais lui ont parlé. Il a pris la bonne décision de dire à ses camarades de revenir sur le terrain et de faire le jeu. Parce que tout compte fait, un pénalty sifflé dans un match n'a jamais été un but marqué. Et la preuve, nous l'avons vu. Absolument. Donc, il serait mieux qu'il jouait ce pénalty. Et peut-être, bon, comme les gens le disent, peut-être on aurait joué le pénalty un peu plus tôt et que le Sénégal ne sera pas champion d'Afrique. Donc, peut-être tous les moyens sont bons pour ne pas venir à leur fin. Ils ont utilisé les moyens. Mais ils vont s'attendre aussi à, Est-ce qu'il à des sanctions. risque des sanctions? Oui, bien évidemment. On a vu les communiqués de part et d'autre déjà qui fusent. Ce sont des actes qui ne restent pas sans sanction, ils vont peut-être taper des sanctions. Mais ici, ce n'est pas une sanction pour leur retirer le trophée. L'essentiel, ce qu'on retient, c'est que le trophée a été gagné, le trophée a été remporté par le Sénégal. Donc, ils vont être sanctionnés, ça c'est clair. Et chacun sera peut-être sanctionné sur la base de sa faute, sur la base de ce qu'il fait. On a vu aussi des Marocains. Il n'y a pas que le Sénégal qui s'est mal comporté lors de cette finale. Il faut appeler un chat, un chien. Je pense que quand vous êtes des joueurs sur un terrain, ou quand vous êtes supporter, ou quand vous êtes photographe et que vous allez chercher des serviettes qui servent le gardien, c'est aussi des fautes. Il faut utiliser les bons moyens pour gagner un trophée. Donc, je pense que chacun sera sanctionné sur la base de ce qu'il a fait. On a vu aussi des supporters sénégalais qui tapaient des photographes marocains. On n'a plus besoin aujourd'hui des hooligans dans les stades. Moi, je suis contre. Donc, après, il faut que la CAF sanctionne ce qui est sanctionnable et que la CAF, comme elle sait le faire, félicite ce qui est à féliciter. Et aussi, c'est une doléance presque. Il faut qu'aujourd'hui, la CAF revoie peut-être sa commission qui est chargée de désigner les arbitres, qui est chargée de s'occuper des arbitres. Ce n'est pas forcément que vous êtes équipe organisatrice ou vous êtes un pays organisateur que vous devez partir avec le trophée. Non, il faut que ça cesse. On a vu la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire a gagné, il y avait eu beaucoup de suspense. Il y a également eu des faits de jeu. Le match Sénégal-Côte d'Ivoire, il y avait eu un penalty non sifflé sur Ismaël Sarr. Donc, c'est des faits de jeu qui avantagent les pays organisateurs aujourd'hui. Il faut que la Commission puisse véritablement faire son travail. Dans cette CAN, on a vu le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, sanctionné parce qu'il a fait des gestes dans les tribunes qui ne sont pas acceptés. Mais ce qu'il disait était fondé parce que son équipe était lésée sur le terrain. Il y avait un penalty non sifflé sur Brahim Mbeumo. Donc, c'est des faits incontestables aujourd'hui qui donnent raison à ceux-là qui parfois contestent les décisions des arbitres. Il faut que la CAF y réfléchisse pour peut-être trouver des mesures appropriées. Une issue. Et justement, en parlant de cela, en abordant cette question, les arbitres dans ce genre de compétition, justement, en Afrique, sont taxés d'être, je dirais, un peu corrompus ou détenus par certains pouvoirs publics. Non, il n'y a pas qu'en Afrique. Je pense que, entre autres, essentiellement. Je pense qu'il n'y a pas qu'en Afrique. Les arbitres sont souvent contestés, mais après tout, ils sont aussi des humains, n'oubliez pas, ils sont des humains. Est-ce que cette issue-là peut être vraie? Non, il y a des faits de corruption qui sont avérés, parce que qui sont checkés, qui sont avérés. Maintenant, après, est-ce qu'on pourra dire que les arbitres prennent
souvent des pots de vin avant de venir faire des matchs. Moi, je ne peux pas prendre ce risque de dire un arbitre qui vient faire un match, il sait qu'il est venu siffler un match et parler d'un match, il doit être équitable, il doit pouvoir être apprécié des deux côtés par les 22 acteurs, ou que ce soit dans d'autres sports. C'est vrai, il arrive par des moments où les arbitres se trompent de bonne foi, mais étant dans une posture de compétiteur, étant dans une posture ou bien quand nous développons trop l'esprit de quelqu'un qui veut gagner la compétition, on oublie ce côté humain aux arbitres. C'est comme vous et moi, on peut se tromper tout de suite sur peut-être des chiffres, on peut se tromper sur des informations. Mais après, je pense qu'ils sont des humains. Ils ne sont pas des machines qui sont programmées à faire des trucs sans faute. Ils ne sont pas l'IA. Donc après, il faut... On peut le leur concéder parfois. Et parfois même, l'IA n'est pas aussi exact dans ces informations. Donc je crois qu'il faut avoir peut-être une petite portion de tolérance envers les arbitres. Il ne faut toujours pas aller avec la violence, parce que la violence dans les stades sont à bannir. Et moi, je pense que parfois, dans la majeure partie des cas, les arbitres souvent se trompent de bonne foi. Se trompent de bonne foi. Oui. Et nous avons justement ce but qui vient tout changer pratiquement au dernier moment, celui de Pape Gueye, qui vient remettre l'euphorie dans le camp des Sénégalais. Et justement, on a vu tout un tas d'émotions, que ce soit au stade, dans le pays, justement, sénégalais. On a eu cette image du président sénégalais, Diomaye Faye, avec son premier ministre Ousmane Sonko, qui était très excité. Comment appréciez-vous ce moment, cette unité-là qu'on remarque? Non, il n'y a que le football qui peut vous faire vivre ces moments-là. Et ce sont des moments uniques qui n'arrivent pas tout le temps. Je ne sais pas si vous avez fait un tour lors de la CAN 2019 dans la ville de Cotonou, où les gens pouvaient circuler à contresens. C'est des moments qui, je vous dirais, qui n'arrivent pas tout le temps. Et le Sénégal est en train de le vivre ou bien de les vivre pour une seconde fois. Imaginez un peu la joie de ces Sénégalais-là. Moi, c'est ce que je dis. Pour arriver à cette étape, le Sénégal a travaillé. Oui. Et aujourd'hui, ils sont en train de fêter. Ils sont en train de fêter les prouesses de leur travail et de tout ce qui a été bon à amener des joueurs de ce niveau-là à gagner cette coupe-là, cette Coupe d'Afrique devant des milliers de spectateurs qui ne sont forcément pas en leur faveur. C'est vrai, il y avait le 12e Guindé, comme ils appellent, mais majoritairement ceux qui occupaient la tribune ou bien les tribunes de ce stade Abdellah, ce sont les Marocains. Donc le Sénégal, pour moi, a travaillé. Vous prenez aujourd'hui l'équipe sénégalaise, c'est une équipe qui aligne des joueurs qui sont titulaires dans leur club respectif et qui a aussi des joueurs qui sont titulaires dans leur club respectif, mais qui ne pourront pas être titulaires sur le terrain, qui jouent le banc. Il faut travailler, il faut créer les centres de formation pour vivre ce genre d'émotions. C'est des moments uniques. Et on veut bien aussi la vivre, on veut bien aussi les vivre. On y croit fort. Oui, on veut bien les vivre parce que l'émotion de 2019 ne nous a toujours pas quittés. Il faut que nous puissions dire maintenant, on va plus travailler. Nous avons une étoile ou deux, il faut qu'on le dise. Oui, il faut travailler. Et en travaillant, je pense, ça ne peut pas venir demain. Peut-être dans 5 ans, 6 ans, après, on pourra aussi rêver de ce genre d'émotions et c'est génial. Et est-ce que vous pensez que ces titres-là de champion peut-être de Cannes peuvent, au-delà de renforcer peut-être l'unité, comme on vient de le dire, repositionner les pays? Oui, aujourd'hui sur la carte football, la carte footballistique, je peux dire le Bénin est presque inexistant. Parce que quand vous êtes un joueur béninois, vous voulez voyager, toutes ces performances concourent à peut-être une bonne image, j'allais dire,
de ce que les étrangers ont sur vos joueurs, ce que les étrangers pensent de votre football, ce que les étrangers pensent de votre championnat. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer, excusez du peu, le Bénin et le Sénégal. On ne peut pas comparer non plus un joueur qui veut quitter le Sénégal pour aller dans un championnat de Ligue 1 à un joueur béninois. C'est difficile pour le Bénin aujourd'hui de placer un joueur dans l'élite française. C'est très difficile qu'un joueur béninois quitte directement le championnat béninois et aller jouer peut-être en Ligue 1 française. C'est difficile, alors qu'un joueur peut facilement quitter le Sénégal et aller jouer dans un championnat de Première Ligue ou d'aller jouer dans un championnat de Ligue 1 en France. Tout ça parce que le Sénégal a un nom, comme le Nigeria. Vous prenez le Maroc, quand vous prenez les grands pays d'Afrique, ils ont un nom à travers ces performances-là. Grâce à ces performances, moi je pense que ça change beaucoup de choses dans la vie des joueurs et ça change aussi beaucoup de choses dans l'image du pays. Oui, mais pour l'image du pays. Que préconisez-vous justement? Vous avez commencé à parler des centres de formation. Sur quel levier vous pensez qu'on peut véritablement agir pour avoir ce résultat-là d'ici peut-être une année ou deux, sinon quelques années? J'ai vu le président Minavoie, je pense il y a un week-end passé, qui déplorait le fait que les politiques, je veux parler des députés ou des élus locaux de la dernière élection, n'ont pas pu, parce que lui, il n'a pas pu trouver des projets de société allant dans le sens du développement du sport. Il a un peu critiqué cela. Je trouve très logique sa sortie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut penser aussi à ériger de grands centres de football. C'est vrai, on a un centre à Lokossa pour les jeunes filles. Oui, mais il faut également un centre de renom. Aujourd'hui, on a construit les stades. Ça, c'est un acquis. Notre championnat se joue sur de terrains synthétiques, de terrains qui permettent aux joueurs de mieux s'exprimer. Tout ça, c'est beau. Mais il faut penser à créer des centres de formation de renom ultra modernes, si je peux le dire. Il y a Magloire, OK, qui fait l'USS Craqué, qui fait des forces, il est dans le privé. Mais après, il faut que l'État puisse changer, comme le dit, son fusil d'épaule pour dire maintenant, j'ai investi dans les infrastructures et moi, je voudrais peut-être prier le prochain président de la République qui, quant à lui, il viendra peut-être travailler dans ce sens-là. Moi, je voudrais qu'il prenne comme responsabilité, avant que je ne quitte le pouvoir, le Bénin pourrait être doté au moins de 2 grands centres de référence en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup à vous, Steve Maurice Zounon. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et rédacteur en chef du magazine Le Champion. Merci d'être passé. Après vous, mesdames, messieurs, bonjour le Bénin se poursuit. On marque une courte pause et on revient pour événements à la une. En 2025, vous avez été nombreux à croire en nous. Chers clients, annonceurs, partenaires, grâce à votre confiance, la SRTB a fait entendre vos messages, a rapproché les voix et a marqué les esprits. Merci d'avoir été au cœur de notre succès. À l'horizon, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, une ambition encore plus grande pour mieux vous servir. Bonne année 2026. SRTB, ensemble avec vous. Bonjour, bonjour le Bénin se poursuit donc. Patrick Djossou et son invité sont installés. On passe à événements à la une. Bonjour Patrick, bonjour, comment allez-vous ce matin? Oh, ça va, on rend grâce à Dieu, on est en pleine forme. Absolument. Oui, Dieu Alors, nous permet d'être en forme et toujours d'être en pleine forme. Absolument. Et quand on est en pleine forme, on pense à tout ce qui permet d'avoir cette forme. Et ce qui permet d'avoir cette forme, c'est par exemple la danse.
Je suis d'accord. Hein. Oui. Je ne suis pas très bonne danseuse, mais je sais que la danse a beaucoup de vertus. N'est-ce pas, Patrick? Justement, on va parler des vertus de la danse aujourd'hui. On va parler de ces vertus. La danse, c'est cet art ou ce mouvement artistique qui permet de combiner et mouvement, et rythme, et émotion. Pour parler de ces émotions, il faut un psychologue. Et nous sommes avec quelqu'un qui est psychologue clinicien, un ami de longue date pour cette émission. Absolument. On l'appelle André Alejono. Bonjour. Bonjour Jennifer, bonjour Patrick. Oh, très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Là, je vais partager. Alors, nous étions le samedi dernier, le vendredi dernier, pour être plus précis, avec un festival qui est nommé Festival Danse à Gogo. Et à partir de ce festival, nous avons eu certaines personnes qui ont parlé de la danse. Et c'est pour cela que nous revenons sur la danse. Mais nous allons d'abord suivre cet élément qui fait un retour sur le festival, sur une bonne partie du festival. Suivons. Danse à Gogo, la 17e édition. Une édition marquée par une pluralité de danse. Bienvenue au village du festival à Gogo 2026. Le beau village du festival, encadré dans le feuillage de l'esplanade du fort français de Ouida. On dirait un nid d'oiseaux où les échassiers, Odi-Guégué, volent et virevoltent en dansant à gogo, en un sigle bien défini. A, comme admirable couleur d'uniforme des super anges Wendona Boa, ou du fils Franck au père Adolphe à l'allée, sous les notes tonitruantes d'une fanfare, l'on s'achemine vers le monument aux dévoués que la ville de Ouida dédie à ses enfants morts pour la liberté. Des enfants honorés ici par un dépôt de gerbes. J'ai comme un génial caravane et carnaval où le festival de danse a mis sa cadence dans les rues pour aboutir sur un podium au rythme des bourriens. Masque, danse et cadence typique de la capitale touristique aux trois noms, Ouida, Cléhoué, Passé. Oh, comme originelle danse traditionnelle d'origines diverses. Ici au Bénin, par exemple, les danses venues du nord au sud. De l'est à l'ouest, en passant par le centre. J'ai comme grandiose 17e édition. Oh, comme originale danse moderne et contemporaine, où les étudiantes princesses ont démontré que vivacité, vitalité et vélocité n'ont pas de sexe, mais font danser sans cesse pour une danse plurielle, une danse à gogo. Agogo en français signifie en quantité industrielle. Agogo en yoruba signifie l'heure. L'heure de la danse. Et gogo, en langue fon, signifie le postérieur. Manier pour danser. Voilà, une immersion donc. Et on a presque vécu tout ce qui s'est passé sur ce plateau, Patrick. Oui. Alors, à gogo, vous avez vu la définition Absolument. du agogo. La danse qui fait mouvoir tout le corps. Quel est son impact sur le psychique? Ou d'abord sur le corps et puis on va remonter au psychique. D'accord, merci beaucoup. Je vais essayer de le dire en mots simples parce que ce n'est pas évident. Déjà, il faut savoir que c'est une activité physique et qui a des impacts psychologiques importants, surtout sur le bien-être de l'individu. Oui. Je pense, même si Jennifer vient de dire qu'elle n'est pas très bonne danseuse, elle a déjà dansé une fois au moins. Oui, bon, certainement. Et tous, lorsque nous dansons, projetons-nous un peu à ce moment-là, on ne pense plus à rien. On est
dans un exercice où il n'y a que soi qui compte. Absolument. Et les mouvements qu'on fait. Donc, sur le plan physique, il y a déjà, comme on l'a dit, c'est un peu un exercice où vous exercez, vous faites mouvoir votre corps, votre articulation, votre motricité et tout ça. Vous excellez, vous découvrez en fait. Vous dites, je suis capable de le faire. Parfois, on est tellement, j'ai envie de dire, tellement emporté, drogué par le rythme que on ne sent pas la douleur. Absolument. On ne reconnaît pas du tout la douleur. Et la seule chose sur le plan psychologique qui vient, c'est que vous faites corps avec vous-même. D'accord. Et vous ne pensez à rien. Quels que soient vos problèmes, en ce moment-là, ou quel que soit, vous n'êtes que dans la joie, dans le bien-être, dans le vivre. Vous avez envie de vivre et encore, quelle que soit la danse. Donc, voilà un peu, ça peut avoir un impact. C'est vrai, physique, ça aide à, comment dire, renforcer notre motricité et tout ça. Mais sur le plan psychologique, c'est un grand outil de bien-être psychologique. Oui, bien-être psychologique. Certains disent que la danse, c'est le moment de la réjouissance, le moment de la joie. Mais lorsque on voit qu'il y a quand même dans certaines civilisations des danses mélancoliques, des danses utilisées lors des funérailles, est-ce que c'est toujours réjouissance? Oui, c'est en fait, dans ce cadre-là, comme on le dit toujours, la danse, vous voyez, lorsque vous dansez, vous produisez, votre organisme produit, comment je peux appeler ça, bon, en français on dit des hormones. Okay. Je cherche produit des substances, voilà, des substances qui vous permettent non seulement de réguler votre humeur, de réguler vos émotions, de réguler même la circulation, pour ne pas dire le mécanisme organique à l'intérieur. Et donc, tous ces hormones-là, soit vous produisez dans l'exercice-là, vous allez produire des hormones qui vont vous permettre de bien vous sentir ou de baisser votre stress. Donc, la danse peut vous aider à réguler votre stress, à réguler votre anxiété. Donc, lorsque vous mettez sur le palier de deuil, vous avez besoin de contrôler cette anxiété, de contrôler votre humeur, de contrôler votre stress. Donc, ces danses-là ne peuvent que faire du bien sur le plan psychologique. C'est vrai que ça va pas, vous n'allez pas être joyeux, exprimer de la joie, à rire, à montrer, mais à l'intérieur, vous faites pratiquement la même chose. Parce que vous vous empêchez d'être triste ou de vous rendre malade par les hormones que vont produire la tristesse ou le stress après. Donc c'est important. On a parlé de réjouissance. Et quand on enlève ré, il y a jouissance. Certains disent aussi que la danse, c'est de la jouissance. Que par la danse, certains arrivent à jouir, excusez le mot. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez? Oui, bien sûr, parce que vous voyez, la jouissance, c'est atteindre un certain état, j'ai envie de dire, d'extase, de reconnaissance, de bien-être. Donc, vous voyez, que ce soit la danse ou le sport, vous allez arriver à produire ces hormones-là qui vont vous mettre dans un état de bien-être extrême, où vous vous sentez tellement bien que vous pensez que, bon, entre guillemets, on dira, vous êtes au paradis. Et vous ne pensez plus, vous dites, il n'y a rien de mauvais autour de moi. Tout est beau. Mais parallèlement, cet état vous permet de vous sentir tellement confiant, tellement bien, tellement fort pour pouvoir atteindre des objectifs que vous vous sentez pratiquement, comment dire, tout puissant. Je peux atteindre tout, je peux tout faire. Et vous vous sentez capable de franchir des obstacles. À part la danse, vous pouvez aller facilement améliorer votre relation sociale. Parce qu'en dansant, vous ne dansez pas seul. Il y a tout un groupe. Donc ça vous permet de rentrer dans un social plus facile, de nouer facilement des contacts, mais aussi de montrer que vous êtes capable. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obstacle. Bien sûr, on peut jouir facilement
en dansant. Oui, on peut jouir facilement en dansant. Vous avez parlé de danser avec un groupe, danser. Est-ce que c'est la même sensation, danser seul face à son miroir et danser dans un groupe? Qu'est-ce que vous conseillez? Pas forcément. Et je dirais d'abord, conseil tout de suite, c'est que qui que nous soyons, apprenons à danser. Commençons par danser. Faisons de la danse une habitude. Il ne faut pas le faire une fois par an, une fois chaque 2 ans. Il faut danser à la maison. Il faut apprendre à le faire et il faut le faire à votre rythme. Commencez tout petitement, votre rythme. Commencez tout petitement. Prenez la danse qui vous convient le mieux, ce qui vous plaît, ce dans quoi vous vous sentez bien. Et lorsque vous commencez, s'il faut, moi par exemple, il me plaît de mettre la musique et de danser seul dedans. Je suis seul dedans, je mets la musique qui me plaît en ce moment et puis j'esquisse mes pas, je suis... C'est une thérapie ou... Non, c'est vrai qu'on utilise, en ce moment, ce n'est pas encore la thérapie, mais c'est vrai qu'il y a des danses thérapeutiques, mais ce n'est pas encore ça. C'est juste pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir réguler vos humeurs, et de pouvoir vous sentir bien, de vous remettre en confiance. Et vous voyez, quand vous écoutez une musique qui vous plaît, vous vous sentez bien, c'est vrai. Mais lorsque vous esquissez des pas, vous vous sentez encore mieux. Donc, un matin, vous dopez un peu par une petite séance de 10-15 minutes de danse. Vous allez voir que vous avez de l'énergie parce que la danse va vous produire de la dopamine. C'est l'énergie par excellence, la drogue par excellence pour avoir de la force. Donc, vous vous dopez comme ça, vous remplissez de force pour la journée. Donc, c'est important d'apprendre à danser, d'aller tout petitement, d'aller à son rythme, mais c'est encore mieux de le faire en groupe. Parce qu'en groupe, non seulement tout ce que ça vous produit individuellement, ça va vous produire en groupe, mais en plus, vous allez avoir la possibilité de vous socialiser, de faire des rencontres, de vous extérioriser, d'exprimer vos émotions, de montrer aux gens votre créativité. Tout ça, la danse peut vous permettre de le faire, mais en groupe. Et en parlant de groupe, les endroits où on fait du fitness, vous les conseillez pour affirmer sa danse ou bien c'est juste par rapport au sport? Oui, non, la danse dont on parle ici, ce n'est pas une danse compétitive ni thérapeutique, c'est pour soi. Donc, vous voyez l'endroit qui vous convient le mieux. Comme je l'ai dit, la danse qui vous convient, l'endroit qui vous convient. Mais si vous avez la possibilité de le faire, si c'est dans une salle de danse et que c'est les fitness là qui vous correspondent mieux, allez, faites-le, c'est pour vous. Vous ne le faites pas pour le coach, vous ne le faites pas pour personne. Vous le faites pour vous. Et je dirais même, Marie, tu ne le fais pas pour ton épouse. Ce n'est pas pour avoir des abdos pour elle. C'est pour ton bien-être. Épouse, tu ne le fais pas pour ton époux. Donc, il faut apprendre à le faire pour soi. Donc, que ce soit en salle, que ce soit avec un coach que vous prenez, qui vient à la maison le soir ou bien un week-end pour vous apprendre à danser devant vos enfants. Vous le faites déjà avec vos enfants, avec votre mari, c'est déjà un partenaire de danse. D'accord. Mari ou femme, époux, épouse. Maintenant, est-ce qu'il y a un âge pour danser? Parce qu'il faut faire attention, le 3e âge quand même. Voilà. Je suis bien à quel âge on... Non, c'est comme on le dit, à votre rythme. D'accord. Donc, on ne va pas, ça dépend de votre engagement, de votre volonté, de votre envie. Mais plus vous prenez de l'âge, moins vous allez être capable de faire certains mouvements et de vous mettre. Voilà, donc vous allez forcément diminuer le rythme. Mais si cela vous plaît de le faire de temps en temps, vous allez le faire. Maintenant, conseiller, c'est plus, moi je conseille plus aux jeunes adultes en activité. C'est très, très important parce qu'on est tellement focus sur la performance professionnelle, les résultats et tout ça, qu'on oublie l'essentiel. Donc, le stress, on accumule pendant des années, des dizaines d'années, et puis après, on vieillit vite, on meurt tôt. Il faut apprendre, tant qu'on est jeune, tant qu'on est actif, à pouvoir donner un peu d'espace. Ce qu'on dit, ce n'est pas 20 minutes, 30 minutes. En 10 minutes de danse, vous suez, vous ouvrez vos pores. Tout ça, là, ça vous aide. C'est important. Alors, mais pour le 3e âge, je pense que... Il y a les mollos quand en même, une occasion, en passant, oui. D'accord. Bon, oui. Alors, les danses, vous avez vu, tout à l'heure, on a parlé de danse, et puis on a parlé de mouvement, et puis on a parlé de postérieur qui remue. Et bon, certains disent qu'il y a des danses qui sont obscènes, d'autres qui ne le sont pas.
vous pensez qu'il y a des danses off-scène qui montrent une autre scène que en tout cas, la scène qui doit être? Bon, ça dépend de celui qui voit aussi, hein, Oui. parce que de celui qui est en train mouvements. de faire sa démonstration, de montrer sa créativité, comment je suis capable de rouler mon postérieur et tout le reste, ou de mouvoir mon corps, et celui qui interprète ce qu'il voit, et il y a un grand fossé. N'est-ce pas? Il y a un grand fossé, parce que tout à l'heure, celui ou celle qui est en train de rouler son postérieur n'est pas forcément en train de dire « Mouga, il y a quelque chose ». Non. Elle est peut-être dans un état autre, mais lui aussi, il voit autre chose et il se met dans un état autre. Donc, tout est relatif. Donc, hein? vraiment, on ne va pas se mettre à polémiquer là-dessus, mais disons tout simplement le bien que la danse fait, c'est important pour chacun, pour tous. Et je terminerai en disant, c'est très important pour les parents d'initier les enfants à la danse. N'est-ce pas? Voilà. À quel âge déjà, peut-être? Même si, dès que votre enfant marche là, commencez pas à l'initier à la D'accord. danse. N'attendez pas qu'il commence pas, parce que dès que vous mettez la musique, vous faites des pas et tout ça, l'enfant imite. Et très tôt, ça va l'aider, parce que l'intelligence kinesthésique est très importante pour la confiance en soi. Okay. Voilà, c'est à ça que je voulais qu'on aboutisse à cette conclusion, Merci. que la danse puisse être déjà à partir du bas âge. Merci. Et Merci beaucoup. si vous avez un mot de fin, on ne dit pas de dernier mot. Un mot de fin sera de dire bonne heureuse année aux Merci. Béninois, Oui. parce que c'est la première fois que je reviens sur le plateau, Oui. depuis 2026. Et Depuis 2025. bon, On est en depuis 2026, on est en 2025 et 26, pardon. Vraiment, beaucoup de courage, j'ai envie de dire, que le meilleur soit pour toute l'équipe de la SRTB. Merci beaucoup. On vous réitère les vœux. Restez toujours aussi disponible pour nous parce que vous nous édifiez beaucoup par ici. C'est tout, Oui, Patrick? Oui, Il y alors, a, oui, tout à l'heure, je parlais de mouvement, je parlais de danse, danse. je parlais de postérieur. Nous allons suivre un élément tout à l'heure où c'est une artiste confirmée qui est internationale. Il y a eu des mouvements de postérieur. Vous allez suivre tout à l'heure. Mais c'est juste un playlist de Vodou Days le 8 janvier 2026 à Ouida. Et l'artiste, c'est une Américaine devenue béninoise. Ça nous permet de dire au revoir. Au revoir, Patrick. À demain, toujours avec le même plaisir. On suit donc, on a compris qu'il s'agit de Ciara. Ciara. You may look at me and think that I'm just a young girl, but I'm not. Benin! Pump back, show me how you pop, 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 pop. Let's go! Let's go! Show me how you say, hey, show me how you tell me something. 1, 2, 3, 4. Let's dance. Hey, hands up, let's dance. Hands up, come on. Let's go, say. Let's go, say. Bonsoir, Bénin. Ça va? Comment allez-vous? Ça va bien? Woo! Let's go! Been there! Let's go! Say sweet, say go, CC, go! Say go, CC, go, CC, go! Say sweet! Level up, jump! Level up, level up, jump! Level up, level up, level up! Hey! On the song, say! On the song, say! No, you! That's right! Let's go! Level up, level up, level up, level up, level up! Level up, level up, level up, level up, level up! All the song, say! All the song, say! No, you won't just yummy, yummy all in your tap. Level up! Make some noise! On y va! Je vous aime! Je vous aime! Je vous aime! Wouh! Bénin! Merci beaucoup! Au plaisir de vous revoir!
voilà, Ciara, donc la nouvelle béninoise qui faisait une démonstration de feu lors des concerts au Vodun Days et qui s'essayait également à la langue française. Entre autres, place à présent à une autre rubrique, celle qui parle de notre santé. C'est tout de suite après ceci. Dans Instant Santé, donc aujourd'hui, Christelle Tongodo nous emmène à la découverte de certaines recommandations, je dirais, lorsqu'on vous prescrit des comprimés, lorsqu'on vous fait suivre un traitement, il y a des attitudes à adopter et également des dispositions à prendre. Lorsqu'on ne le fait pas, cela peut causer certaines complications. On va suivre ce qu'elle nous propose tout de suite. Prendre un médicament paraît simple. Pourtant, beaucoup de traitements sont mal utilisés. Mauvaise dose, arrêt trop tôt ou encore automédication, ce sont des erreurs qui mettent la santé en danger. Aujourd'hui, avec le professionnel de la santé, on va y voir clair. Je suis en train de sentir certains malaises et on m'a orienté vers ici et je suis venue. J'ai fini les soins ce matin, donc ils m'ont fait certaines prescriptions et j'ai déjà payé les produits. Le premier médicament, c'est un antipyrédine que je dois prendre un comprimé matin, un comprimé le soir. Normalement, le premier jour, si je prends matin, je dois calculer 8 heures de temps et prendre le soir. Donc, à partir de demain, je respecte la posologie de un matin, un le soir. Le second, c'est du cétamine effervescent que je dois mettre dans l'eau. 2 comprimés matin, 2 le soir. Je suis de ceux qui respectent la posologie des médecins. Parce que sans la posologie des médecins, tu ne peux pas avoir un bon résultat pour ta maladie. Il vous arrive aussi de prendre certaines boissons pour accompagner les médicaments? Non. De l'eau potable. Normalement, les médicaments ne se prennent pas avec les boissons. Les médicaments se prennent avec de l'eau potable. Donc, nous devons sensibiliser ceux qui le font et leur donner et leur montrer la bonne manière qu'il faut pour prendre des médicaments et avoir la satisfaction à leur maladie. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va bien, merci. Alors dites-nous déjà d'entrée, quelle est l'erreur la plus fréquente que commettent les patients lorsqu'ils suivent un traitement? L'erreur ici la plus fréquente, c'est le non-respect de la prescription du médecin. Et déjà, quand on fait une prescription, il y a le dosage et il y a les intervalles d'heures. Donc, fort est de remarquer que dès que les symptômes disparaissent ou dès qu'il y a une atténuation des symptômes chez nos malades, ils arrêtent le traitement. Et ce qui est une erreur. Ici, il est très important, déjà, quand je prends la dose, en respectant la dose, ça permet d'avoir une quantité efficace du produit dans le sang. Mais à côté également, quand on associe l'heure, ça permet également d'éviter un surdosage. Lorsque je prends le premier exemple, le fait de ne pas respecter le dosage que le médecin a prescrit peut entraîner un surdosage. Secondo, lorsque je prends l'arrêt du médicament après la disparition des premiers symptômes, il y a un risque de rechute. À côté également, il y a un autre risque, c'est que la maladie peut s'aggraver. Très bien. Alors, que doit faire un patient s'il oublie une prise de médicament, par exemple? Dès qu'il s'en souvient, il prend la dose oubliée. Mais ici, il faut faire attention parce que les patients, il y a d'autres patients qui peuvent décider de doubler la dose. Ce qui n'est pas recommandé. C'est grave. Parce qu'il y a des effets toxiques, ça serait considéré comme un surdosage. Quel est le risque de prendre un traitement sans ordonnance médicale, de faire l'automédication?
Ici, l'automédication, il faut savoir que c'est dangereux. Et comme risque majeur, déjà, c'est de faire un mauvais diagnostic. Et en faisant un mauvais diagnostic, qu'est-ce qui va se passer devant? C'est que ça retarde la prise en charge du vrai diagnostic. Et quand je prends l'exemple des antibiotiques, par exemple, ça peut créer des résistances à long terme. À quel moment faut-il absolument retourner consulter? Il faut absolument retourner consulter son médecin dès qu'on débute un traitement et qu'on remarque que les symptômes, au lieu de s'atténuer, s'aggravent. Ça, c'est déjà un premier point. Secondo, dès la prise des médicaments, si le patient ressent une intolérance à ce médicament, il faut retourner voir son médecin. Si lors de la consultation, le patient n'avait pas énoncé un signe qui apparaît brusquement comme ça pendant le traitement, il faut également retourner voir son médecin. Alors docteur, comment savoir si un médicament provoque un effet secondaire grave? Déjà, les effets secondaires graves d'un médicament se manifestent par déjà une difficulté respiratoire. Si le patient remarque qu'après la prise du médicament, il y a un gonflement au niveau du visage, voire même un gonflement de la langue, ce sont des effets secondaires graves. À côté également, il y a les vomissements à répétition. Le patient peut aller jusqu'à une perte de connaissance. Également, il faut noter que parmi ces effets secondaires graves, il y a les éruptions cutanées qui peuvent apparaître. Notez, déjà, dès une prise de médicament, dès que le patient remarque qu'il y a la persistance des symptômes qui deviennent violents, également, et une perte de connaissance, le patient peut se mettre en tachycardie, c'est-à-dire le rythme cardiaque augmente. Tout ça, ça fait partie des effets secondaires graves d'un médicament, sans oublier à côté une détresse respiratoire. Et dès que cela est remarqué, l'idéal c'est de faire une consultation médicale en urgence. Alors, est-ce qu'on peut associer médicaments modernes et traditionnels sans danger? J'aime bien cette question-là. Il faut noter que l'association d'un médicament traditionnel à un médicament moderne, il y a certains risques. Il faut savoir que le médicament traditionnel peut diminuer comme peut augmenter l'effet du médicament moderne. Donc, ici, ce qui est à craindre, c'est l'effet toxique. Parce qu'il peut y avoir un effet toxique au niveau de nos organes, tels que le foie et les reins. Donc, si le patient est sous un traitement traditionnel, l'idéal c'est d'en aviser son médecin pour que celui-ci prenne ses dispositions également. Alors, mélanger les médicaments avec des boissons comme du jus, est-ce également une erreur? Pour certains médicaments, il n'est pas recommandé de mélanger avec de l'alcool. Ce n'est pas recommandé de mélanger avec certains aliments. Et pour en être sûr, l'idéal c'est de contacter son médecin et avoir plus de détails. On dit que ne pas boire assez d'eau pendant la prise de médicaments rend le médicament inefficace. Est-ce que vous le confirmez? Ne pas prendre assez d'eau pendant la prise de médicaments rend le médicament inefficace. Tout va dépendre du type de médicament et du résultat recherché également. Docteur, votre mot de fin? Alors, comme mot de fin, je dirais à la population de souvent respecter la prescription du médecin. Et en disant respecter la prescription du médecin, qu'est-ce que je veux dire? Quand je prends le dosage, respecter ce qui est écrit. Si c'est écrit un comprimé matin, un comprimé le soir, un comprimé à midi, il faut respecter cela. Mais également, n'arrêtez pas le traitement dès qu'il y a une atténuation ou une disparition de la symptomatologie. Et également, fort est de constater souvent, lorsque le médecin prescrit 3 médicaments, par faute de moyens, le patient prend un médicament, il y a toujours un risque de rechute comme on l'a dit. Donc, comme mot de fin, c'est toujours respecter la prescription
du médecin. Et la postologie. Et la postologie. Merci beaucoup. Merci. Un médicament peut soigner, mais mal pris, il peut nuire. Respecter la prescription et demander conseil aux professionnels de santé reste la meilleure protection pour sa santé. Et voilà donc très très utile. Hein? Merci encore à vous Christelle Tongodo pour cette veille et pour cette alerte très très importante. On passe à présent à une prochaine rubrique, c'est avec Ghislaine Adimi. Ghislaine Adimi, bonjour. Bonjour Jennifer. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien, comme vous le remarquez. J'aurais bien voulu être introduite quand vous passez les danses à gogo. Hein. Non, je sais que vous aimez danser. Vous aimez danser. On a dansé sur ce plateau. J'aurais bien voulu vous introduire. Non, chef, on a fait exprès parce qu'on ne voulait pas. La danse qui passait, le type de danse qui passait. Ça allait être choquant. En tout cas, rassurez-vous, moi je vais revenir là-dessus. Danse à gogo. Je vais revenir là-dessus. Patrick Yossou, on va revenir sur cette danse à gogo parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir sur ce plateau parler de danse à gogo et qui n'était pas là. N'est-ce pas? Nous suivez mon regard. Alors, bonjour le Bénin. Aujourd'hui, nous parlons entrepreneuriat social. D'accord. Et j'ai sur ce plateau une professeure. Une enseignante, mais pas quelqu'un qui prend la craie pour enseigner les mathématiques. Peut-être qu'on fait aussi de la mathématique là-bas, elle nous le dira tout à l'heure. C'est Sandra Agbadigan. Oui, ben, je la laisse se présenter nommément. Madame Sandra, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes timide devant la caméra déjà? Non, mais pas du tout. Ah d'accord, ça marche. Là, ça me rassure. En tout cas, on le voit avec son ruban au cou, on appelle ça le mètre. Oui, le centistouple ou bien le centimètre. Le quoi? Le centistouple ou le centistouple. Bon, déjà que les gens ont vu ça, ils ont compris de quel type de professeur je parle. Alors dites-nous, quel type d'entrepreneuriat, vous me le disiez tout à l'heure, hein, quel type d'entrepreneuriat dans quel type d'entrepreneuriat vous êtes engagé, je veux dire? Je suis engagée dans un entrepreneuriat social solidaire. Je ne sais pas si vous entendez parler souvent, c'est un type d'entrepreneuriat qui est aujourd'hui en vogue dans notre pays, né au Canada, répandu en France, aujourd'hui en vogue au Bénin. Ça a été célébré en novembre passé lors de la célébration du mois de la mode, etc. Donc, c'est dans ce type d'entrepreneuriat que je suis qui répond à deux volets, le volet social et le volet économique. Voilà. Et plus particulièrement, vous êtes engagé dans le domaine de la mode. C'est parce que vous êtes couturière de base ou bien comment? Non, pas du tout. J'ai fait d'abord une formation en gestion et communication à l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM. Et c'est après ma formation à l'ENEAM que moi j'ai été toujours animée par une célèbre citation du président américain John Kennedy qui dit ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. Donc du coup, cette citation qui animait mon esprit, quand j'ai fini tout de suite ma formation à l'ENEAM, il faut dire au cours de ma formation, on nous parlait beaucoup plus de la productivité, de la productivité tout autour de l'industrie. Je me suis demandé alors, quel est ce secteur, quelle est cette branche au Bénin qui pourra véritablement parler de l'industrie, parler de la formation professionnelle en mots, pour répondre à un problème social qui est l'emploi. Et j'ai compris qu'il y a la branche de la formation professionnelle qui n'est pas beaucoup explorée dans notre pays. Et donc, j'ai décidé unilatéralement de mettre en place un projet social que j'ai dénommé potentiel artisanal qui a deux volets, la sensibilisation. Sensibiliser les écoliers pour qu'ils aient l'engouement unilatéral d'aller vers la formation professionnelle et après aussi faire une reconversion pour ceux qui ont suivi la formation classique, la sociologie, mais qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu sur le marché de l'emploi, de les repercher et de leur donner une formation de courte durée en guise de reconversion professionnelle. Donc c'est ça qui m'a animée. J'ai déposé d'abord ma posture. Je me suis fait former en stylisme parce que j'aime la mode. Je me suis fait former également en photographie et j'ai le don de tresser. Ah voilà. Oui, ça fait beaucoup. Donc ça fait beaucoup au plan artisanal. Donc vous avez choisi comme cible pour les apprenants des écoliers ou des élèves? Pour les écoliers, c'est la sensibilisation. C'est de sensibiliser les écoliers afin qu'ils aient l'engouement unilatéral d'aller vers la formation professionnelle après le CEP, pourquoi pas. Et pour la formation, c'est
les grandes personnes, les personnes en reconversion et aussi des personnes qui ont eu le BPC parce que je donne des cours à l'université de Lokossa, par exemple. Je suis professeur là-bas. Du coup, c'est professeur 2 fois dans ce cas. Du coup, c'est tout un ensemble. Je pourrais dire c'est toutes les couches sociales qui sont impactées. Voilà, qui sont impactées, mais prioritairement, la couche qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la jeunesse, parce que l'avenir de demain, c'est nous. Absolument. Voilà. Je retiens juste que pour accéder à votre incubateur, il faut forcément avoir quand même une base scolaire. A priori, pas forcément, parce que nous sommes tous des citoyens. Et il faut qu'on apporte notre pierre dans l'émancipation, dans l'évolution, dans la construction du pays. Du coup, déjà, si la personne est animée par la volonté d'apprendre, il y a plusieurs techniques quand même d'apprendre aux gens. Donc, il y a aussi les personnes qui n'ont pas fréquenté, les personnes déscolarisées, les mères célibataires. Je suis en train de vouloir même mettre en place un projet avec l'Institut de la femme pour les femmes qui ont subi des violences, les repercher et les insérer professionnellement parlant. Et voilà quoi. Donc, c'est quasi toutes les couches sociales. Et pourquoi avoir spécialement choisi la mode? Est-ce juste parce que vous aimez la mode? Non, mais aujourd'hui, ce n'est plus la mode. C'est quasi... c'est un amour quasi pour toute la branche professionnelle. Parce que vous savez, la formation professionnelle, c'est une branche qui permet vraiment de décoller une économie. Parce que quand vous suivez, c'est des formations pratiques. Quand vous suivez formation professionnelle et artisanat vont de pair. D'accord? Mais quand vous suivez une formation professionnelle dans une branche professionnelle, même dans la boulangerie, c'est une formation professionnelle. C'est parce qu'il y a des débouchés directs en fait. Débouchés directs que moi j'ai décidé, mais moi-même, personnellement, le métier qui m'intéresse dans cette branche professionnelle, c'est la mode. J'aime beaucoup la mode. Et vous avez, Sandra Guadjiga, vous avez été récemment sélectionnée pour représenter le Bénin au Forum mondial de l'économie sociale solidaire, je lis bien, sur le thème politique de création d'emplois décents par le gouvernement béninois. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Comment est-ce que vous êtes arrivé à être sélectionné à ce niveau-là? Merci. Ce fut un appel. Ils ont lancé un appel de par le monde. Et j'ai postulé aussi au même titre que tout le monde. Et au fort des indices, j'ai été sélectionnée pour donner les politiques de création d'emplois mises en place par le gouvernement béninois et aussi les politiques d'emploi qu'on peut mettre en place pour créer l'emploi, si je peux me permettre. Et ce fut une grande satisfaction pour moi, ce fut une grande joie pour moi parce que honnêtement, l'idée de mettre en place déjà mon incubateur, c'est parti du PAG béninois. Quand moi j'ai lu le PAG béninois, tout de suite j'ai été sidérée parce que j'ai fait la gestion de base et le grand outil de développement pour avoir de bons résultats, c'est la planification. Et le PAG béninois, c'est comme une planification. Et quand j'ai vu, j'ai dit tiens, ça, avec cet outil, c'est sûr que ce gouvernement est ambitieux et va très loin. Et c'est ça qui m'a d'ailleurs donné beaucoup plus de force, beaucoup plus de courage de créer mon incubateur. Et comme l'univers étant fidèle, aimant les actions du gouvernement actuel, les membres du gouvernement ne me connaissent ni Adam ni Dev, mais qu'on me sélectionne à l'échelle mondiale pour aller représenter mon pays, pour parler des politiques d'emploi mises en place par le gouvernement béninois, bien évidemment. Ça m'a fait plaisir. Et c'est le moment pour moi, si vous permettez, de revenir sur certaines politiques que j'ai évoquées, que j'aime beaucoup, que j'ai évoquées là-bas, que beaucoup de jeunes ne savent pas en matière de création d'emplois dans notre pays. Quand j'ai évoqué lors du forum, j'ai évoqué le projet PSIE, qui est un projet à 12 volets, qui vise à donner l'emploi aux jeunes. Vous savez que dans notre pays, par le passé, ne serait-ce que pour trouver un stage, c'est difficile. Mais avec le PSI aujourd'hui, vous avez la possibilité quand même d'écoler sereinement votre vie professionnelle. Et ça permet aussi d'encourager les entrepreneurs. Et j'ai parlé aussi du projet Azoli, qui est un projet qui renforce la formation professionnelle. Et au cours de ce projet, le gouvernement, l'exécutif, prend en charge les stagiaires. C'est innovant, c'est inédit, c'est encourageant. Et aussi,
figurez-vous, il y a aussi de nos Béninois qui sont en France, qui suivent des projets, des formations professionnelles qui seront après utilisées dans les lycées. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, avec les actions mises en place, les politiques d'emploi, nous sommes un pays. Le Bénin représente un template. J'ai aussi évoqué le Vodun Days, parce que le Vodun Days, c'est un aspect culturel, ça renforce le tourisme. Vous savez que ça renforce le tourisme au cours de ça renforce le tourisme au cours de cet événement. Voyez-vous, les hôtels vont pouvoir quand même faire du chiffre. Aussi, j'ai parlé du programme Azoli, dont j'en ai déjà évoqué. Tout à l'heure, exactement. Oui. Toujours le Vodun Days aussi, c'est comme un rassemblement mondial désormais au Bénin, et ça permet d'avoir de l'emploi aux jeunes. On l'a souligné ici, d'ailleurs. Tout à fait. J'ai parlé aussi du mois de la mode, initié par le gouvernement, qui permet de révéler les talents béninois. Et le CMS City, honnêtement, ce n'est pas, je le dis, les membres du gouvernement ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ce n'est pas une question de... Le gouvernement n'est pas une entreprise, c'est pour le peuple. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé là alors? Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous positionner à ce plan-ci, tant qu'on ne vous connaissait ni d'Adam ni d'Ève? C'est vrai en plus. J'aime tellement ce pays. Quand je regarde le Bénin, je me dis, nous avions tellement d'atouts, nous avons tellement la possibilité d'être hissés au rang. On l'est déjà, hein, d'être hissé au rang des grandes puissances économiques si chacun s'investit quand même à donner le meilleur de lui-même, à révéler son potentiel personnel et par ricochet nos potentiels collectifs. Moi, je pense que nous sommes une grande puissance, nous sommes une nation bénie. Nous avons tellement d'atouts. Donc, c'est tout simplement cette volonté qui m'a animée. Je me suis dit, alors, il ne faut pas que mon potentiel d'homme, il faut que je puisse quand même donner, éclabousser mon potentiel, mettre mon potentiel, mon talent au service de ma nation, parce que le développement, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne, c'est la partition de... Talent, hein, justement, et je suis curieuse de savoir justement pourquoi, je ne vais pas dire les prendre au berceau, pourquoi sensibiliser les couches les plus petites, si je puis le dire. Justement, parce que vous savez, tout part, la bonne philosophie, la bonne éducation, tout part de l'enfance. Quand vous éduquez votre enfant, par exemple à la maison, de ne pas insulter les voisins dès le bas âge, c'est beaucoup plus rassurant qu'ils vous écoutent. Ce n'est pas à partir de 20 ans que vous allez éduquer l'enfant. Donc, je me dis aujourd'hui que si on ne commence pas à sensibiliser dans les écoles, dans les lycées, dans les écoles a priori, les jeunes à aimer la formation professionnelle et à être l'exemple nous-mêmes d'abord, ça va donner l'engouement unilatéral d'aller vers la formation professionnelle. Ça va permettre à un jeune de dire unilatéralement, moi je veux être photographe. J'ai fait la photographie aussi, bien je vous sûr, l'ai dit. vous l'avez dit. Voilà, de dire unilatéralement, je veux être photographe. Parce que ça ne donne pas l'air d'aller en croisade contre l'enseignement général. Voilà, et justement pour moi, ce n'est pas une guerre, c'est pas une question de guerre contre l'enseignement général. Je ne suis pas contre l'enseignement général, je suis dans la logique de donner un plus à ma nation, je suis dans la logique de corriger certaines failles de notre système éducatif. Vous voyez, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on accepte certaines choses. Quand vous prenez même l'application WhatsApp, par exemple, ce n'est pas la première application que vous avez téléchargée que vous avez encore. C'est ça. Vous avez déjà téléchargé. Il y a beaucoup de mises à jour. Mise à jour. Aujourd'hui, le système éducatif béninois a besoin d'une mise à jour. On doit mettre à jour le système éducatif béninois. Et ce n'est que par la formation professionnelle qu'on va y arriver. Il est temps de ne plus former des milliers de personnes sur la base de la chance, où des milliers de personnes sortent des universités, mais à peine 10, 20 qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, si ce n'est que actuellement les mesures gouvernementales actuelles qui allient innovation et politique de création d'emplois. Ça me rappelle tout ce système City aussi qui a été créé avec des projets qui accompagnent des projets dans tous les domaines. C'est vraiment inédit. Donc du coup, actuellement, j'ai même déjà, c'est moi qui ai écrit pour une première fois dans l'histoire béninoise un livre sur la couture, toujours pour donner la volonté aux jeunes d'aller vers la formation professionnelle. J'ai déjà terminé, j'ai rédigé des cahiers d'activités
des cahiers d'activités sur certaines activités professionnelles, la plomberie, la couture, la photographie, etc. Et puis, je suis en train de faire une lettre de correspondance avec certaines écoles, certains lycées. Et nous allons utiliser ça pour voir ce que ça va donner. Voilà. Alors justement, qu'on le veuille ou pas, l'enseignement général a un peu montré, au-delà de ses nombreux avantages, ses limites également. Vous l'évoquiez, plusieurs personnes dans un même amphi risquent de manque d'emploi, de chômage. Est-ce qu'on ne pourrait pas en arriver là également lorsque presque tout le monde, je dirais, chacun, comme vous le faites, vous sensibilisez, découvre sa fibre, sa passion, sa vocation, et tout le monde veut aller à la formation professionnelle et exercer dans ce métier-là? Est-ce qu'il n'y aura pas une saturation après? Merci. Vous savez, la formation professionnelle ne va jamais chômer, quoi qu'on dise. Saturé ou pas saturé, la formation, les personnes... Si chaque famille finit par avoir son couturier, sa couturière... Non, mais vous savez, le monde est tellement bizarre et c'est nous les hommes, nous ne comprenons pas le monde. Noté comme une prophétie, dans 10 ans, dans 20 ans, dans certains pays du monde, nous allons revenir encore à l'ancienne mode de vivre. C'est-à-dire que peut-être que moi, je vais vous coudre une tenue, par exemple, et vous êtes le coiffeuse, troc, vous voulez dire. Voilà. Vous allez me tresser. D'accord. Nous allons revenir au troc. La monnaie n'existait pas. La monnaie, c'est avec les économistes que la monnaie est née et beaucoup d'autres personnes. Donc, moi, je pense que nous allons arriver dans beaucoup de pays, dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans ou plus, nous allons revenir à cette manière de vivre. Mais quoi qu'on dise, je reviens à votre question, quoi qu'on dise, la formation professionnelle dans un pays comme le nôtre, par le passé, ce n'était pas beaucoup encouragé. Par conséquent, c'est pas... C'était d'ailleurs un peu péjoratif parfois. C'était lynché. C'était lynché. On avait une honte torride de dire que je suis styliste, je suis couturière. Moi, je n'ai pas honte de mettre mon centre souple. On les appelait la série C. Exactement. Voilà, je n'ai pas honte de mettre mon centre souple et aller nulle part. J'aime tellement mon métier. Donc, je dis, la formation professionnelle, ça ne va pas être saturé. Ça ne va pas être saturé encore dans un pays comme le nôtre où c'est aujourd'hui que c'est en expansion. Ça ne va pas être saturé. Et même si c'est saturé, ça me rappelle déjà la zone industrielle qui est là. Il n'est pas écrit forcément que les œuvres que nous allons créer dans notre pays, ça va être forcément pour notre pays seul. Nous pouvons importer ces œuvres-là, des actions de coopération qui me rappellent la GIZ. On peut être assez sur des actions de coopération et tout ça. Donc, voilà. Alors, Mme Agbadjiga, on va revenir rapidement sur votre incubateur. Vous allez nous donner juste les précisions, comment l'intégrer, si c'est possible. J'ai envie de faire une petite formation en couture ou en coiffure, par exemple. C'est combien de temps de formation si le coût est abordable aussi, par exemple, rapidement, et ce sera... Oui, comme je l'ai dit, je suis dans un type d'entrepreneuriat social solidaire, donc l'incubateur aussi évolue sur 2 modèles économiques, parce que je ne suis pas financée par quiconque. Ce sont mes efforts et mes efforts. Du coup, pour ceux qui ont suivi une formation déjà, la formation classique, une personne qui a une licence en sociologie, par exemple, c'est le projet potentiel, projet de reconversion. Donc, c'est juste un petit forfait pour que nous puissions quand même faire face aux charges de l'incubateur. Mais pour les personnes qui ont fraîchement le bac, ça, je ne peux pas dire le prix. Mais eux, ils payent un peu comme on paye dans les écoles de formation. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Sandra Agbadjiga. On a beaucoup bu à votre source. Oui, tous à la formation professionnelle. Tous à la formation professionnelle. C'est ça la conclusion. Hein? Oui, tous à la formation professionnelle. Et c'est le moment pour moi, honnêtement, d'interpeller la jeunesse, je suis aussi dedans, de nous interpeller, d'y croire et de saisir l'opportunité que Dieu est en train de nous donner aujourd'hui par les mesures gouvernementales, de savoir qu'il n'y a pas de gloire sans souffrance et qu'il faut faire preuve en toutes choses pour y arriver, de vraiment
chercher à se réinventer. Même si on a fait la formation classique et que ça n'a rien donné aujourd'hui, on peut faire la formation professionnelle et s'en sortir. Tout est encore possible. Voilà, tout est encore possible. Vous savez, en Occident, moi, j'ai compris en Occident que... Très rapidement. Oui, j'ai compris en Occident que la bureaucratie n'est pas forcément de mise. Les gens peuvent être des ménagères, mais ils ont leur véhicule. Voilà quoi. Donc, on l'aura compris. Merci beaucoup, Sandra. Je vais à Gbadjigan. Merci beaucoup. Et merci également à vous, Ghislaine, pour ce sujet d'intérêt. Nous avons notre invité qui vient, quand même, on va le voir tout à l'heure, qui milite également dans ce genre d'initiative. Donc, je vais vous raccompagner. Merci. On va marquer une courte pause et on plante le décor pour Éducation aux médias. En 2025, vous avez été nombreux à croire en nous. Chers clients, annonceurs, partenaires, grâce à votre confiance, la SRTB a fait entendre vos messages, a rapproché les voix et a marqué les esprits. Merci d'avoir été au cœur de notre succès. À l'horizon, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, une ambition encore plus grande pour mieux vous servir. Bonne année 2026. SRTB, ensemble avec vous. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Place donc à présent à Éducation aux médias. On le recevait hier, il est encore avec nous ce matin. C'est tout de suite, juste après ceci. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place centrale dans nos vies. Outils d'information, de communication, de travail ou encore de divertissement. Ils façonnent nos habitudes au quotidien, mais derrière leurs nombreux avantages se cachent aussi des dérives, des pièges et parfois de réels dangers lorsqu'ils sont mal utilisés. Alors, comment tirer le meilleur des réseaux sociaux sans en subir les effets négatifs? C'est de cela qu'on parle aujourd'hui avec Gérier Dabolinon, toujours au rendez-vous. Bonjour. Bonjour Jennifer. Alors, je rappelle que vous êtes entrepreneur spécialiste du live commercial et de la vente digitale. En effet. Les réseaux sociaux, ça vous connaît, on l'a compris hier. Est-ce que déjà, pour commencer, on peut aujourd'hui, je dirais, réussir ou entreprendre sans les réseaux sociaux? Alors oui, on peut réussir. C'est possible. Bien sûr, c'est possible. Sauf qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un véritable accélérateur de tout. D'accord. Donc, accélérateur sur le domaine professionnel, éducatif, en fait, dans tous les domaines. Okay. Donc, oui, c'est vrai, on peut réussir sans les réseaux sociaux, mais on peut réussir plus vite peut-être avec les réseaux sociaux. Absolument. Voilà. Alors, avant d'en arriver aux dérives, il y a certainement des avantages, puisque je le disais, c'est l'un de vos outils phares. Quels sont donc les avantages, s'ils sont nombreux, lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, justement, comme vous le dites? Alors, de base, beaucoup pensent que les réseaux sociaux, c'est fait pour se distraire. Exactement. D'accord? Sauf qu'au-delà de se distraire, c'est le cas évidemment, mais au-delà de se distraire, il y a également le fait que les réseaux sociaux peuvent nous permettre de nous former, de nous éduquer. Ça peut également nous permettre de découvrir ou d'avoir de nouvelles opportunités, de se faire connaître également et même de gagner de l'argent. Donc oui, il y a tous ces avantages-là que l'on peut tirer des réseaux sociaux à partir du moment où on sait les utiliser à bon escient. On va parler justement des bonnes techniques. Hein. Vous allez nous donner un petit cours ici, mais parlons à présent des dérives. Pas d'avantages justement sans dérives. Quels sont les pièges sur les réseaux sociaux selon vous? Alors, dans un premier temps, et c'est surtout ces pièges-là, ce piège-là, dans lequel beaucoup de jeunes tombent aujourd'hui, c'est
passer toute la journée sur les réseaux sociaux, de perdre son temps Mais sur les réseaux malheureusement, sociaux. ça attire. Vous savez, lorsque vous commencez à scroller une Justement. publication intéressante, une Justement. vidéo, c'est difficile de s'en détacher. Oui, mais c'est justement là le piège, justement, puisqu'on en parle. En fait, les réseaux sociaux ne nous perdent pas le temps. C'est juste nous qui perdons notre temps avec la façon dont nous les utilisons. Okay. Donc, concrètement, en réalité, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous devriez vous fixer des objectifs. Ah oui? Oui. Donc, je prends mon téléphone, avant d'aller sur Facebook ou TikTok, je me dis, j'ai un objectif? La plupart du temps, c'est comme ça que je fais pour optimiser mon temps. D'accord. Parce qu'en réalité, si vous allez, comme vous l'avez dit, c'est absorbant. Dès que vous y allez, vous avez envie de tout voir et ça vous perd toute la journée. Alors que si vous avez des objectifs bien définis, vous savez comment choisir les contenus que vous regardez. Si par exemple, je veux me former, je ne vais pas aller sur Internet juste pour aller regarder des vidéos drôles. Non, ça n'a pas de sens. Je vais chercher les informations, taper des mots-clés qui me permettront de trouver les contenus dont j'ai besoin pour développer mes connaissances, développer mes compétences. Et c'est à partir de ce moment que j'utilise donc les réseaux sociaux à bon escient. D'accord. Alors, on va aller dans des exemples très, très concrets par ici. J'utilise un tel réseau social, je vais dire par exemple le Facebook. Oui. Il est en option, il est mis sur ma page là, sur mon téléphone. Et avant de cliquer, je me dis, Jennifer, qu'est-ce que tu veux? Tu cherches une formation, tu veux apprendre, et puis je tape cela et à répétition, mon fil d'actualité s'adapte. Exactement. Alors, à quel moment ça devient donc problématique? Lorsque je n'ai pas d'objectif, je ne dirais pas dans la vie, mais lorsque je n'ai pas d'objectif, en allant sur les réseaux sociaux, j'y vais un peu peut-être pour voir les potins, etc. À quel moment ça peut devenir problématique? Oui, ça devient problématique pour vous même puisque vous perdez votre temps. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous perdez votre temps. Peut-être que vous auriez pu prendre ce temps pour développer une compétence que vous pourriez monétiser par la suite. Vous auriez pu avoir des opportunités d'affaires. Vous auriez pu... Sur les réseaux sociaux? Bien sûr, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un outil puissant pour pouvoir développer son réseau, se faire connaître. Vous êtes, je ne sais pas moi, ouvrier, entrepreneur, peu importe le domaine dans lequel vous exercez, si vous êtes même le meilleur dans votre domaine, peu importe que vous soyez le meilleur, si aujourd'hui vous n'êtes pas connu, vous n'êtes personne. En réalité, c'est ça. Donc, tant que vous êtes le meilleur et qu'il n'y a pas la lumière sur vous, on ne saura jamais ce que vous faites. Et ça peut être dommage pour vous. Alors que, à contrario, si vous saviez vous mettre en valeur sur les réseaux sociaux, vous saviez comment utiliser ces réseaux sociaux, comment créer des contenus, etc., pour vous mettre en valeur vos activités. À partir de ce moment, vous allez pouvoir justement trouver des contrats, etc. Vous savez, il y en a qui, tout simplement par le fait de savoir ce qu'ils postent, de mettre en valeur leurs activités, ont pu dénicher des emplois alors qu'ils ne cherchaient même pas. D'accord. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a il y a de la puissance dans les réseaux sociaux. Il suffit de pouvoir les utiliser comme il faut. Je suis très, je ne dirais pas touchée. Je retiens qu'il faut également faire très attention à tout ce qu'on publie, limite calculer ce qu'on publie. Évidemment, tout ce qu'il faut, tout ce qu'on publie sur Internet même les est retracé. Je vous dis, tout ce que vous publiez sur Internet est retracé. Et plus tard, ça peut vous rattraper. Donc, il faut savoir à chaque fois ce qu'on poste sur Internet pour ne pas subir les conséquences négatives après. Alors, monsieur Gérier Dabolino, quand je vous suis, parce qu'on vous voit un peu sur les réseaux sociaux également, mais quand je vous écoute ici, j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas juste d'allumer votre caméra et de bavarder. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de discipline derrière. Donc, à quel moment on se donne cette discipline? Et est-ce que quand vous mettez cette discipline, justement, vous arrivez à atteindre vos objectifs? Alors, vous savez, il n'y a rien qu'on puisse faire dans le désordre qui puisse prospérer. D'accord. Donc, à partir du moment où vous savez, déjà vous fixez un objectif de vie et que vous savez que peut-être sur le plan professionnel, vous avez envie d'atteindre un certain niveau, vous vous donnez la discipline qu'il faut, vous faites les actions qu'il faut, vous professionnalisez votre activité. Beaucoup vont penser que être sur les réseaux sociaux,
c'est juste pour s'amuser. Et beaucoup verront ceux qui créent du contenu, etc., comme des gens qui sont oisifs. Exactement, et qui, parfois. voilà. Mais ce n'est certainement pas le cas. En tout cas, pour ceux qui en ont fait une activité, pour ceux qui ont décidé d'aller loin dans cette activité, clairement, ils feront le nécessaire. Ils se donneront toujours la discipline qu'il faut pour pouvoir y arriver. Oui, on atteint ses objectifs. Oui, on réussit dans ce domaine. Je n'y suis pas encore arrivé, d'accord? Mais je pense que le niveau auquel je suis n'est pas non plus mal. Voilà. Et justement, il y a des téléspectateurs ou des téléspectatrices qui nous écoutent aujourd'hui, qui utilisent ces réseaux, qui font peut-être des publications, peut-être de vente comme vous, mais qui se disent, moi, je n'arrive jamais, je poste, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes à éviter? Et c'est par là qu'on va conclure. Alors, les erreurs plus fréquentes, c'est déjà de ne pas se définir. Je reviens encore sur les objectifs. Malheureusement, je dois le dire. C'est le plus important. Oui, les objectifs sont très importants. Vous savez ce que vous voulez faire quand vous venez sur les réseaux sociaux. Vous vous donnez de la discipline, vous apprenez à être professionnel dans ce que vous faites. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que les réseaux sociaux, c'est un bon moyen d'apprendre. D'accord. Aujourd'hui, j'ai envie de dire même que les réseaux sociaux, c'est comme une université gratuite. Vous pourrez apprendre à peu près tout. Dans tous les domaines. Tout ce qui vous passionne. Et donc, cuisine, si vous avez coiffure. envie d'apprendre à vendre, vous allez sur les réseaux sociaux, vous savez les comptes auxquels vous devriez vous abonner, vous faites les recherches qu'il faut et c'est ainsi que vous vous professionnalisez, c'est ainsi que vous arrivez à donner le meilleur de vous. Ça peut prendre du temps, mais c'est dans la constance, c'est dans la régularité que vous arrivez justement à attirer votre Petite épingle de question jeu. de curiosité. Est-ce que vous avez des horaires? Est-ce que vous vous dites de 8h à, je ne sais pas moi, midi, je m'occupe, j'essaie de me faire former et quand même de midi à 14h, je veux un peu voir tout ce qui fait bouger, tout ce qui fait rigoler? Alors, bon, déjà, une petite anecdote. Les gens me reprochent très souvent de ne pas regarder les statuts et autres. Parce que souvent, quand on se retrouve entre nous, quand les gens sont en train de raconter ce qu'ils ont vu, etc., je suis souvent un peu bleu dans tout ça. On me dit, oui, c'est normal, tu n'as jamais le temps de regarder les statuts. C'est en fait pour vous dire que, oui, il faut se donner une discipline. Il faut choisir ce que l'on doit faire à l'heure où on doit le faire. Si vous avez décidé de créer du contenu, vous définissez l'heure de création de contenu. Si vous avez besoin d'apprendre des choses, vous programmez cela en fonction de votre temps de la journée et vous le faites. C'est tout. Ce n'est pas sorcier. Merci beaucoup, M. Gérier Dabolino. Je rappelle que ces cours, vous les donnez, hein, mais merci de faire le sacrifice et de nous en apprendre davantage sur ce plateau. Je retiens en tout cas, moi, qu'il faut de la discipline avant d'aller sur un réseau social. Il faut avoir une idée derrière, savoir ce qu'on vise, son objectif. Si vous cherchez de l'emploi, si vous cherchez à vous positionner, travailler votre branding. J'ai bien compris la leçon. Exactement. Et allez-y. C'était tout pour Éducation aux médias de ce jour. On retrouve demain. Sans doute. Par la sans grâce de doute. Dieu. Voilà, je souffle aux téléspectateurs qu'on vous aura pour toute la semaine si tout va bien. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Gérier Dabolino. Place C'est à moi. présent à la revue de presse. Marcel Ahossi a fait le tour des journaux. Qu'est-ce qu'il nous présente aujourd'hui? Bonjour Marcel. Bonjour Jennifer, bonjour à tous. Ce matin, la presse béninoise s'ouvre tel un livre de droit et de mémoire politique. Sous les lambris de la République, la Cour constitutionnelle a parlé le lundi 19 janvier 2026. Hier donc, Dorothée Sosa, entourée des autres sages, proclame la vérité des urnes. Les chiffres sont relus, les procès-verbaux disséqués, les bulletins auscultés. Oui, il y a eu des manquements, concède la Cour, des procès-verbaux absents, des feuilles mal remplies, des mentions oubliées et que sais-je encore. Mais rien, insiste-t-elle, qui ne vienne troubler la sincérité du scrutin. Au bout du compte, la démocratie retient donc son souffle, puis a tranché. Seuls 2 partis franchissent le seuil des 20%. On le rappelle, l'Union progressiste, le renouveau, arrive en tête avec 60 députés. Le bloc républicain suit avec 49 députés. Taux de participation, 36,74%. Un chiffre qui interroge. Un silence des urnes qui parle
aussi. Fraternité, lui, sonne l'horloge du droit. Le journal rappelle que la démocratie a un calendrier et que la contestation aussi. 10 jours, pas un seul de plus, c'est le délai accordé aux candidats et partis politiques pour saisir la Cour. Après ce deadline, les portes du contentieux se ferment et la voie s'ouvre vers l'installation des députés de la 10e législature. Fraternité nous le rappelle aussi, le droit de recours est un droit, mais il a une fin. Matin libre, enfin, change de focale après le verdict des urnes, le visage du Parlement. Le journal scrute et questionne. Qui sont ces députés de la 10e législature ? De nouveaux visages, certes, mais aussi des habitués, parfois trop familiers. Matin libre parle de députés carriéristes, ces élus qui traversent les législatures comme on traverse les saisons. Edmond Agua, Sophia Tchanou, Noémou Domitien, Nda Antoine Nda, Augustin Wanvoyebla, Benoît Degla, Barthélémy Kassa, des exemples cités par Matin Libre, des noms qui résonnent depuis 2007, parfois même depuis 2003, 19 ans, 26 ans, parfois plus passés sous l'hémicycle. En résumé, la presse ce matin nous dit 3 choses. La Cour a parlé, le contentieux à un temps et ce temps aussi est compté. Le Parlement qui arrive est à la fois nouveau et ancien, entre continuité assumée et renouvellement encore timide. Merci beaucoup donc Marcel Arrossi. On a ainsi le condensé de tout ce qui fait l'actualité ce matin dans les journaux. Merci et à demain, n'est-ce pas? À demain avec le même plaisir. Merci Marcel. C'est tout pour aujourd'hui. On descend, c'est bon. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À demain.